Bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous sur France Info. On va évoquer la suite des travaux parlementaires après le très probable vote du budget, la situation internationale aussi. Mais avant cela, une proposition qui a créé la polémique hier. Pour favoriser l'emploi des jeunes, le MEDEF propose un CDI jeune en quelque sorte, qui rappelle un peu le CPE en 2006. Particularité, il serait plus facile à rompre. Le salaire potentiellement serait parfois moins élevé que le SMIC. Vous qui vous présentez souvent comme pro-entreprise au Rassemblement national, est-ce que c'est une mesure qui vous parle, une proposition qui vous intéresse? Vous savez, vous pouvez être pro-entreprise, tout mettre en œuvre pour aider les entreprises, mais sans abîmer la qualité de vie au travail, sans être contre la jeunesse qui cherche à travailler. Et aujourd'hui, il faut tout faire pour nos entreprises en allégeant les normes, en baissant la pression fiscale, baissant les impôts de production comme on propose au Rassemblement national, mais sans paupériser la société, sans affaiblir aujourd'hui un modèle social. Et donc, on se souvient ce que a pu être le CPE. Et donc, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise chose. Par contre, on s'oppose à ce qui a pu être fait par le gouvernement récemment, déjà qui va un peu dans ce sens-là, c'est de proposer une augmentation des charges sur les apprentis. Il faut au contraire donner envie aux entreprises d'embaucher des jeunes en baissant la pression fiscale, la pression sociale qui pèse sur les salaires de nos jeunes, notamment de nos apprentis. Quand même, le MEDEF dit s'inspirer du modèle italien. C'est vrai que je suis allé voir les chiffres. Alors là-bas, ça existe depuis 10 ans, un contrat de ce type. Le taux de chômage en 2016 était de 40%, taux de chômage des jeunes. Ça a été introduit donc en 2016 et aujourd'hui, il est autour de 19%. Est-ce que c'est quand même pas à regarder? Mais tout peut se regarder, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pour paupériser nos jeunes, c'est-à-dire que vous savez, déjà avec un SMIC aujourd'hui, dans un grand nombre de territoires, et encore plus dans les territoires, je pense à l'Île-de-France, c'est impossible de vivre avec un SMIC. Donc si ce sont des jeunes qui ont un emploi, mais un emploi qui ne leur permet pas de vivre, et qu'on fait toute une société qui vit sous le seuil de pauvreté, ça n'a aujourd'hui aucun sens. Mais sur la capacité des chefs d'entreprise à pouvoir licencier plus facilement un jeune qui ne ferait pas l'affaire. Mais non, enfin, je veux dire, à un moment, il y a un droit du travail qui est protecteur. Il faut donner envie à nos entreprises de pouvoir travailler, de pouvoir embaucher, et à nos jeunes de pouvoir travailler. Si on dit aux jeunes, vous êtes une sorte de main d'œuvre qu'on peut traiter comme cela, balancer dehors, mettre à la porte en quelques instants, je ne pense pas que ça va dans le bon sens. Et il y a des mécanismes comme l'alternance, comme l'apprentissage, qui permet bien entendu aux jeunes de gagner en compétences et aux entreprises de bien entendu, limiter le risque et l'investissement quand ils embauchent. Mais aujourd'hui, créer un CPE et surtout ouvrir quelque chose qui va donner lieu à des mobilisations. Je pense que notre pays est déjà très divisé. On sait très bien que si on rouvre ce dossier qui avait été brûlant, ça serait pas bon dans une société déjà très divisée. Adrien l'a dit, votre formation politique, le RN, a opéré une sorte de tournant libéral, pro-entreprise, on l'appelle comme on veut. Séduire tout le monde en même temps, c'est un exercice un peu compliqué. C'est ce que dit Patrick Martin, le patron du MEDEF, à propos du RN. Et il ajoute également, on ne comprend pas la doctrine économique de cette formation. C'était le 14 janvier devant la presse économique. Alors, concrètement, vous en êtes où? Parce qu'on sait que vous avez à la fois votre électorat historique, populaire, ouvrier, d'autre part, vous cherchez à conquérir un nouvel électorat de patrons, plus bourgeois. Est-ce que c'est pas le grand écart en permanence? Non, c'est pas du tout irréconciliable. Alors c'est vrai que pour les gens parfois de droite, on dit qu'on est de gauche. Pour ceux de gauche, on est de droite. C'est peut-être parce qu'on est au bon endroit, c'est-à-dire un équilibre. Au milieu. Oui, au milieu, vous n'allez pas me dire au centre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la nécessité d'aider nos entreprises à créer de la richesse, à créer de l'emploi, à créer de la croissance, à réindustrialiser pour permettre aux classes populaires d'avoir des emplois de mesure mieux rémunérés, de pouvoir investir, de pouvoir consommer et de créer un cercle vertueux de croissance, de consommation et de réindustrialisation. Donc c'est pas irréconciliable. Vous devez avoir les deux jambes. Si vous voulez avoir un modèle social qui tient, si on veut garder notre modèle social, il faut que nos entreprises, elles créent de la richesse, elles investissent, qu'elles ne partent pas à l'étranger, qu'elles ne délocalisent pas. Donc c'est cohérent. Pour vous situer un peu, parce que c'est vrai qu'on a parfois un peu du mal quand même. Pour vous situer, est-ce que le RN, c'est un parti libéral ou pas? Non. C'est pas libéral dans le sens ultralibéralisme, mais bien entendu, on veut pas ultralibéral, je vous dis libéral. Parce que c'est galvaudé, mais bien entendu, on est pour la liberté d'entreprendre. On veut qu'un jeune, notamment, se dise aujourd'hui, je peux créer ma boîte. Je vais pas subir toute la paperasse, toute la bureaucratie, toutes ces normes, toute cette pression fiscale, tous ces contrôles permanents. C'est très Macron 2017 ce que vous dites là. Oui, mais Emmanuel Macron a fait tout l'inverse. Il a à la fois pas protégé les Français.
Oui, oui, mais il a à la fois pas protégé les Français qui travaillent, puisque aujourd'hui ils souffrent de plus en plus. On voit qu'il y a eu un taux de prélèvement obligatoire qui n'a pas diminué. Nos entreprises qui connaissent des impôts de production qui sont toujours bien pires que ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Et donc, et on n'a pas eu de relocalisation, pas de réindustrialisation, pas de défense de nos fleurons. Donc, malheureusement, sur le discours d'Emmanuel Macron de 2017, mais moi je pouvais le partager. Malheureusement, c'est la réalité, c'est les actes qui ont été très loin de ce qui était promis. Mais quand même, sur cette ligne un peu flottante, est-ce que, on voulait vous parler aussi de ce semestre budgétaire et parlementaire qui devrait s'achever demain, est-ce que ça n'a pas contribué à brouiller quand même vos messages? D'un côté, avec une hausse de la fiscalité, on l'a vu sur la taxe sur les multinationales par exemple, d'autre part, vous avez voté en faveur de moindres économies, notamment sociales. Est-ce que tout ça, au final, c'est lisible? Bah, c'est sûr que quand vous n'êtes pas tout blanc ou tout noir, que vous êtes dans la précision, dans la nuance, c'est toujours plus compliqué d'expliquer une cohérence d'ensemble. Mais je pense que les Français l'ont vu. Il y a eu un certain nombre de sondages qui ont prouvé qu'on était la force politique qui avait été la plus en phase avec ce qu'ils attendaient au moment du budget, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les positionnements qu'ont pu prendre les Républicains, qui ont dénoncé un budget socialiste mais qui refusent de le censurer. Mais il y a une cohérence d'ensemble. Vous avez parlé de la taxe sur les multinationales. C'est quoi la cohérence? C'est quoi la ligne? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'on peut aujourd'hui défendre un modèle social qui protège les plus fragiles si et seulement si on baisse les impôts de production sur nos entreprises, qu'on baisse la charge fiscale. Y compris en les augmentant à certains égards, puisque vous avez voté aussi des augmentations d'impôts. Mais parce qu'en fait, quand vous parlez notamment la question des multinationales, oui, quand il y a Starbucks qui aujourd'hui envoie tous ses bénéfices en Irlande et ne paye pas aujourd'hui l'impôt sur les sociétés, comme n'importe quelle société française, il y a bien entendu la nécessité de rééquilibrer. Nous, on veut éviter la concurrence déloyale, on veut éviter que seulement une petite partie des entreprises, notamment les TPE, les PME, les PMI, que ceux qui font vivre nos territoires, vivre les entreprises du CAC aussi vont vivre, les entreprises du CAC 40 vont vivre les territoires Les aussi. entreprises du CAC 40 qui aujourd'hui payent leurs impôts en France ne cherchent pas à optimiser. On n'a aucun problème. Je vous parle notamment des multinationales qui ne payent pas leurs impôts en France. Est-ce qu'on trouve normal que quand on va prendre un café au coin de la rue, le brasseur, le cafetier va payer des impôts et que Starbucks, je prends cet exemple et il y en a d'autres, lui, vous payez votre Starbucks, qui est en plus très cher, pour que les fonds et les bénéfices repartent en Irlande où ils vont payer très très peu d'impôts. Il y a juste un principe de justice fiscale pour avoir de la justice sociale. Sur cet épilogue budgétaire, vous allez donc voter une ultime motion de censure. Ce sera demain à l'Assemblée nationale avec la France insoumise. Mais a priori, ce budget devrait être adopté. Sébastien Lecornu restera à Matignon. Son gouvernement ne sera pas renversé. Donc pas de censure. Pas de dissolution, vous êtes résigné au RN parce que vous appeliez à cette dissolution, à des élections législatives. On appelle toujours, je pense que c'est la seule solution. Parce que même dans ce chaos géopolitique mondial, il faut une dissolution, il faudrait des élections législatives. Je pense justement, vous savez, je pense que d'avoir un gouvernement qui a un cap clair, une ligne claire et qui défend les intérêts des Français, c'est toujours une priorité. Donc oui, on appelle toujours à cette dissolution. Je pense qu'il vaut mieux entre guillemets, perdre un mois, alors qu'on a déjà perdu 1 an et demi. Hein. Dans tous les cas, il n'y a eu aucune loi majeure, aucune décision claire. On a un budget qui est une catastrophe, qui est un budget socialiste. Perdre 1 mois, entre guillemets, pour des élections qui, derrière, permettraient qu'il y ait une ligne claire, un gouvernement qui puisse réformer, qui puisse prendre les décisions. Aujourd'hui, pour une assemblée qui va siéger, grosso modo, 6-8 mois avant la campagne présidentielle. Vous avez raison, et là, je ne peux pas vous dire le contraire. Plus on se rapproche de l'élection présidentielle, moins il y aura un intérêt à une dissolution. Mais chaque mois gagné, obtenu, sera quand même une bonne chose pour les Français. Je pense que les Français attendent du changement. Et aujourd'hui, depuis les élections législative qui a eu lieu en 2024, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de réforme, il n'y a rien qui avance. Il va rester en poste jusqu'au bout, jusqu'à l'élection présidentielle, Sébastien Lecornu. On voit qu'il essaye de décliner un agenda parlementaire, un agenda politique sur l'agriculture, sur la défense, sur l'énergie ou encore le logement, plutôt des thèmes consensuels. Il va rester ? Ça, moi, j'ai pas de boule de cristal. Il va tout faire et je pense que les socialistes et les républicains se sont entendus pour qu'il n'y ait pas de dissolution, pour qu'il reste jusqu'au bout. Et nous, sur ces différents sujets, on essaiera de défendre les intérêts des Français. Vous savez, nous, on cherche pas le chaos, le désordre, donc on essaiera d'être constructif, d'avancer. Et si le changement, ça doit attendre 2027, ça attendra 2027. Mais c'est vrai que le temps est long pour de nombreux Français. Moi, j'étais encore sur le terrain hier sur ma circonscription. Les gens attendent du changement et 2027 paraît à la fois très proche et très long. Mais une fois que les textes budgétaires seront votés,
Comment pouvez-vous censurer Sébastien Lecornu? Il n'y a plus vraiment de motif là. Mathilde évoquait les textes de loi, le budget, l'agriculture, la décentralisation. Globalement, on n'est pas sur des choses très épineuses. Après, l'inaction ou des actions très secondaires, parce que annoncer des textes avec des thématiques qu'on partage, mais derrière, c'est du vide, ça peut être un motif de censure. Par exemple, les chiffres, notamment de l'immigration. Il y a eu un chiffre record, 385 000 titres de séjour, primo-délivrance de titres de séjour. Et 200 000 sorties, rappelons-le. Oui, mais 11% aujourd'hui d'augmentation en la matière. Donc il n'y a pas aujourd'hui très clairement un changement de doctrine sur le sujet. C'est la ville de Toulouse qui chaque année entre dans notre pays. Cette absence de réaction sur ce sujet, l'absence de réaction notamment en matière de sécurité. Les policiers étaient dans la rue hier. Il y a quand même un budget en hausse, on le précise, pour le ministère de l'Intérieur. C'est l'un des rares ministères à être tant mieux parce que c'est une priorité. Préserver des économies. Et tant mieux parce que c'est une priorité. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y avait besoin d'économies. Il n'y en a pas eu dans ce budget. Thomas Ménager, vous restez avec nous. On va parler un petit peu d'international. Juste après l'info en 1 minute, 9h moins le quart. Voici Diane Ferchit. Une mini-tornade fait des dégâts dans le sud-ouest. Le phénomène météo a touché hier la ville de Millau sur le bassin d'Arcachon à la mi-journée. Elle l'a traversée sur 3 km en endommageant 300 maisons, des toitures envolées, des murs effondrés, mais pas de blessés. La mairie a activé son plan communal d'urgence pour accompagner les sinistrés. Le Premier ministre candidat au municipal à Vernon dans l'Eure dont il a été maire, Sébastien Lecornu sera en 3e position sur la liste du maire sortant. Les armées européennes déclarées terroristes par l'Iran ce matin, réaction de Téhéran après que l'Union européenne a placé les gardiens de la révolution sur sa liste des organisations terroristes cette semaine. L'Iran avait fustigé une décision insensée. Une finale qui s'annonce historique à partir de 9h30 ce matin à l'Open de tennis d'Australie. La première à Melbourne pour l'Espagnol numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Il affronte l'actuel numéro 4 Novak Djokovic, vainqueur déjà à 10 reprises du tournoi. Le Serbe va tenter de décrocher son 25e titre en Grand Chelem. Ce serait un record. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Siro. Toujours avec Thomas Ménager, porte-parole du Rassemblement national. Vous êtes aussi député du Loiret. Alors on voulait évoquer avec vous évidemment tous les dossiers de l'actualité internationale, notamment la situation en Iran où un mouvement contestataire est violemment réprimé. Est-ce que vous souhaitez au Rassemblement national que le président américain Donald Trump frappe l'Iran ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que le régime peut tomber sans intervention américaine? Il faut l'espérer. Il faut espérer que cette révolution de l'intérieur par le peuple iranien permettra d'aboutir à la chute des mollahs et à la chute de ce régime islamique. Et c'est pour cette raison qu'on a toujours dit que nous, globalement, les interventions extérieures, notamment les interventions américaines, parce qu'en fait, quand on fait et quand on étudie un peu la géopolitique, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se rend compte que les interventions américaines ont pas forcément amené la démocratie quand on regarde les autres interventions qui ont pu y avoir lieu par le passé. Donc on est assez dubitatif, assez inquiet sur une intervention, même si on n'est pas dans une opposition, parce que si c'est ce qui permettrait d'accélérer la chute. Vous êtes à la fois d'accord et pas d'accord. Non, mais parce que, en même temps, je veux dire, on va pas, parce que on va pas non plus, on défend pas ce régime, qui est le régime qui est le premier sponsor du Hamas, qui est quelque chose qui est abominable pour le peuple iranien. Mais il faudrait espérer, c'est pour ça que les Américains eux-mêmes hésitent à intervenir, que ça se fasse de l'intérieur. Parce que, voilà, que ça soit en Irak, que ça soit en Libye, enfin, quand on regarde les interventions qui a pu avoir lieu par le passé, ça n'a pas forcément débouché vers, de manière définitive, pérenne, sur une démocratie. La Libye, c'était pas une intervention américaine dans Non, mais je vous parle des interventions qui a pu avoir lieu. Vous aviez d'ailleurs critiqué l'action américaine au Venezuela. Finalement, ces derniers jours, il y a eu une loi d'amnistie pour les prisonniers politiques, une réforme judiciaire annoncée, des opposants qui sortent de la clandestinité aussi, et le sentiment, disent certains Vénézuéliens, que finalement, il pourrait y avoir un début de transition. Alors, est-ce que vous maintenez qu'il aurait mieux fallu laisser Nicolás Maduro en place? Non, mais on n'a jamais défendu Nicolás Maduro. On s'est toujours réjoui au final que, bien entendu, il y ait un changement parce que on était opposé à ce régime. On s'inquiète juste de laisser faire les Américains, laisser cet impérialisme américain qui, au détriment du droit international, pourrait intervenir. Parce qu'en fait, ce que vous voulez qui existe pour vous, les principes que vous voulez qu'on vous applique à la France, c'est-à-dire que jamais les Américains ou quelques nations ce soit puissent venir intervenir en France parce qu'ils sont en désaccord avec le pouvoir en place, même si c'est un pouvoir qui est mauvais, malsain pour le peuple. Voilà, il y a une cohérence de dire on doit respecter le droit international. Donc on a dit qu'il ne fallait pas laisser M. Trump penser que c'était normal d'aller capturer
un dirigeant étranger. Mais par contre, tant mieux pour les Vénézuéliens s'il y a un changement et s'il y a une évolution. On s'est réjouis, mais la méthode pose question. Est-ce que vous vous réjouissez aussi que après Davos, sur ce qui s'est passé par rapport au Groenland, les Européens, finalement, ils ont réussi à s'unir, ils ont réussi à faire reculer le président américain. Ça, est-ce que vous accordez un point au président, notamment français, Emmanuel Macron, de n'avoir rien lâché et d'avoir montré de l'activisme sur ce dossier? Non mais tant mieux, oui, que la diplomatie française a défendu la souveraineté européenne. C'est logique, on n'attendait pas moins et c'est une bonne chose. Donc après, la France je ne pense pèse pas. encore. La France pèse beaucoup moins, mais on est quand même encore une puissance importante. Et même si la voix de la France a été affaiblie sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, encore heureux que la France et l'Europe pèsent dans le concert des nations, et notamment la France. Par contre, permettez-moi quand même d'avoir un doute sur le fait que Donald Trump, connaissant la personnalité de Donald Trump, ait reculé suite aux prises de position européennes et aux positions françaises. Je pense qu'il sait très bien que la population américaine elle-même n'est pas forcément très fan d'aller entrer dans un conflit avec l'Europe vis-à-vis du Groenland. Quel regard vous portez au RN sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis, sur ce basculement qui est à l'œuvre, sur le Trumpisme, sur la police de l'immigration, tout ce qu'on voit dans l'actualité? Vous prenez vos distances ou vous dites qu'il y a des choses intéressantes quand même qui se passent? Bien entendu, les images qui ont été relayées cette semaine, les drames qui existent, c'est abominable. Et il y a une enquête en cours, on verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai que quand on regarde les images, on peut qu'être inquiet. La démocratie américaine est en train de vaciller? Je ne sais pas si on peut aujourd'hui dire cela. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il semble y avoir actuellement peut-être des dysfonctionnements et il ne faut pas que ça dérape, bien entendu. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les capacités. Ça n'a pas dérapé encore là? Il y aura une enquête. C'est-à-dire, les images, c'est trop compliqué en tant que Français, quand on regarde des images, de décider, ce que je veux dire. Est-ce que les Américains, quand ils ont vu l'histoire autour de Naël, n'auraient pas pu dire la même chose? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi prendre un peu de recul. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas laisser croire que la lutte contre l'immigration, ça doit être la violence. Au Danemark, même dans des pays qui sont de gauche, il y a une vision très très ferme sur l'immigration, mais qui se fait dans le calme, dans le respect des personnes, dans le respect de chacun. Qu'est-ce que vous dites justement à certains de vos partisans? On en voit sur les réseaux sociaux qui disent la fin justifie les moyens quelque part dans la lutte contre l'immigration. Bah oui, si ça doit être un peu violent, il faut y aller. Mais c'est pas parce que même ces personnes-là nous soutiendraient qu'on soutiendrait cela. Non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc non, on leur dit clairement que aujourd'hui, l'état de droit, le respect des personnes, ce sont des êtres humains. Même si on peut combattre fermement l'immigration dans notre pays, ça doit se faire en respectant les personnes, les enfants, ces personnes qui parfois rêvent d'un meilleur avenir dans un autre pays, leur expliquer que ce n'est pas possible, qu'on ne rentre pas comme on veut en France, qu'on ne rentre pas comme on veut dans n'importe quel pays, mais il faut que les reconduites à la frontière et le stop en matière d'immigration se fassent dans le respect des personnes. Est-ce que ça peut être un boulet pour vous, Donald Trump, en perspective de la campagne présidentielle? On sait qu'il y a des convergences assez fortes entre ce qu'il a porté pendant sa campagne présidentielle, entre ce que vous défendez sur la désindustrialisation, sur l'immigration, sur le wokisme par exemple. Aujourd'hui, vous cherchez à prendre vos distances, mais malgré tout, il y a un socle là de valeurs communes. Vous ne pouvez pas le nier. Non, enfin, je partage pas ce que vous dites. Pardonnez-moi, il y a quand même eu des membres de votre parti qui sont allés à l'investiture de Donald Trump. Jordan Bardella qui a estimé que c'était inspirant. Ça, c'est des relations diplomatiques courantes. Je veux dire, on a été aussi quand le pape a été installé, le nouveau pape a été installé, et on n'est pas pour que mais Jordan Bardella a eu aussi des mots très positifs envers Donald Trump. On est clair, c'est que oui, sur un certain nombre de points, sur la défense des intérêts français, comme Donald Trump défend les intérêts américains, sur le patriotisme notamment économique, sur le fait de sortir d'une forme de naïveté internationale, on peut être d'accord. Mais moi je me souviens très bien d'être sur ce plateau il y a environ 1 an et demi, enfin au moment maintenant 2 ans, au moment des élections américaines, et j'avais dit que moi je n'étais pas américain et qu'entre Donald Trump et Kamala Harris, je ne choisissais pas parce que je savais très bien que ce qu'allait faire Donald Trump allait notamment être néfaste pour la France et pour les Européens. Merci à vous Thomas Ménager, vous êtes député Rassemblement National du Loiret.